Voilà, bonjour à tous. Il est 10h01 et je vous souhaite la bienvenue dans cette session dans cette session de formation Mastering Mobility intitulée Intégrer la qualité de l'air dans la planification de la mobilité urbaine. Je me permets déjà de vous souhaiter la bienvenue à tous et de vous informer que cette session est enregistrée et que si vous ne souhaitez pas apparaître dans la vidéo, dans l'enregistrement, je vais vous inviter à éteindre vos caméras et vos micros. Je souhaite la bienvenue à nos intervenants qui sont, je pense, tous là. Et, euh, et je vais inviter ma collègue à passer les slides, à la slide suivante. Voilà, donc cette session, la session d'aujourd'hui s'intitule Intégrer la qualité de l'air dans la planification de la mobilité urbaine. Et après la session de la semaine passée qui visait à avoir une meilleure compréhension du problème de la qualité de l'air lui-même, cette session examinera comment planifier l'amélioration de la qualité de l'air au niveau de la ville et quelles mesures sont nécessaires pour la mise en œuvre et la réalisation d'un système de mobilité urbaine et d'une ville non polluante. Cette session s'organise dans le cadre d'une série de formations appelée Mastering Mobility Series. Et donc, nous sommes à la quatrième, et il y en a encore trois après celle-ci, au sujet du transport artisanal, du potentiel d'investissement de vos villes, et, euh, et au sujet des modes actifs. Slide, please. Alors, quelques petites recommandations pour participer à cette session. Tout d'abord, lorsque vous ne me présentez pas, ou lorsque vous êtes auditeur de cette session, je vous invite à éteindre votre micro et votre caméra. Euh, Tout d'abord pour ne pas apparaître dans l'enregistrement, mais également pour faciliter le visionnage par les autres participants. Donc cette session est bien sûr enregistrée. Vous n'apparaîtrez pas dans l'enregistrement si votre caméra est éteinte, je l'ai déjà dit. Et alors je vous invite à utiliser le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, faire vos commentaires, et dans la mesure du possible, nous y répondrons en cours de session. À la fin de la session, il y aura une session, il y aura une partie questions-réponses qui permettra d'adresser les questions qui n'auront pas été répondues dans le chat. N'hésitez pas également à partager vos expériences, les documents de votre organisation ou d'autres contributions qui peuvent servir à tout le monde. Just a short reminder for English-speaking listeners, this session is translated. In the chat, you will see the full instructions on how to access to the simultaneous translation. So please don't hesitate to do so if you wish to follow us in English. Thank you very much. Donc l'ordre du jour d'aujourd'hui, à la suite de cette courte introduction, nous donnerons la parole à Anne Chossawan qui présentera les questions de l'intégration de la problématique de la qualité de l'air dans la partie vision, scénario et sélection des mesures d'un plan de mobilité. Ensuite, Stéphane Carcasse nous présentera des études de cas du FACEP, donc du Fonds d'études et de soutien au secteur privé, et notamment des projets à Hanoï, en Asie du Sud, et à Dakar. Après un petit sondage, donc, nous donnerons la parole à Marie-Pierre Mélan, qui nous a déjà fait une présentation la semaine passée, et qui nous parlera du monitoring de la qualité de l'air. Et enfin, la dernière présentation, nous donnerons la parole à Karine Léger, qui nous présentera également une étude de cas, mais donc et en particulier les mesures de mitigation développées dans l'agglomération parisienne. En fin de session, nous aurons l'occasion de poser vos questions aux présentateurs et de mettre en évidence certains de vos commentaires. Je vous remercie. Alors, les objectifs spécifiques d'apprentissage de la session d'aujourd'hui sont premièrement d'identifier les principales parties prenantes à impliquer dans le processus de planification pour traiter efficacement la qualité de l'air. Deuxièmement, d'identifier les mesures qui permettent d'améliorer la qualité de l'air dans le secteur des transports urbains. Et enfin, d'apprendre à mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation de la qualité de l'air. Avant de passer à la slide suivante, je veux juste rappeler à nos participants que sa caméra est allumée. Je vais juste vous demander de l'éteindre, s'il vous plaît. Monsieur Dossou, je pense. Et voilà, je passe à la suite et donc je vais vous présenter brièvement les intervenants d'aujourd'hui.
qui sont un peu dans le désordre de leur ordre d'intervention. Mais donc tout d'abord, madame, excusez-moi, voilà, Anne Chaux-Savoine, qui est donc elle est spécialiste des transports, mais aussi chef d'équipe au sein de la division transport et mobilité de l'Agence française de développement, basée à Paris. Dans ce cadre-là, elle est en charge de divers projets de transport en Afrique et en Asie, et elle est le point focal de Mobilize Your City à l'AFD. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des transports et a acquis une connaissance approfondie du secteur, du coup, principalement en matière de mobilité urbaine. Avant d'être à l'AFD, Anne Chaux-Savoine a passé 10 ans au Kenya, au Tchad et géré les portefeuilles des transports de l'Union européenne dans ces pays. Elle a également été consultante en mobilité en France et travaillé sur la mobilité, sur la planification de la mobilité urbaine et des études de faisabilité. Alors, nous aurons aussi une présentation de Karine Léger, donc, qui est la directrice de Airparif, qui est donc le réseau de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, qui a eu l'occasion de se présenter la semaine passée lors de la première session sur la qualité de l'air. Donc, Karine Léger a une double formation technique et managériale liée aux questions environnementales. Elle a 20 ans d'expérience spécifiquement dans le domaine de la pollution de l'air, en relation notamment avec la communication, les partenariats, l'innovation et les projets internationaux. Lorsqu'elle a commencé à travailler à Airparif, c'était comme ingénieure, puis comme responsable communication et internationale, avant de prendre la direction de l'organisation. Marie-Pierre Meillan, qui est ingénieure et économiste à la division internationale de l'ADEME, qui est l'Agence française pour la transition écologique. Elle y coordonne les projets internationaux sur notamment les bâtiments durables, mais également la mobilité durable et l'adaptation au changement climatique. Donc, elle représente l'ADEME dans plusieurs programmes et partenariats internationaux, y compris Mobilize Your City. Et auparavant, elle a travaillé comme ingénieure également à l'ADEME, mais au niveau local, pour soutenir les collectivités dans la promotion de l'efficacité énergétique et le développement de stratégies climat-énergie. Et enfin, M. Stéphane Carcasse, qui est spécialiste senior des transports et chef adjoint à la division mobilité transport au siège de l'AFD à Paris. Il a été fonctionnaire au ministère français des Transports par le passé et maintenant il est chef de mission et aussi chef de mission de transport à l'AFD sur des projets de transport interurbains, style port, aéroport, chemin de fer, mais également urbains, et notamment en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Il participe à des activités de formation et dans le cadre de la division mobilité de l'AFD, il est particulièrement impliqué dans la promotion des systèmes de transport à faible émission de carbone. Voici pour nos intervenants d'aujourd'hui. Voilà, et je vais laisser la parole à Anne Chaux-Savoine pour la première intervention. Merci Anne, je te laisse la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci Vincent pour cette introduction. Est-ce que vous pouvez remettre le PowerPoint, Nico? Je pense qu'on ne le voit plus. Je vais aussi demander à monsieur Doussou, s'il vous plaît, d'éteindre votre caméra. Je vous invite à le faire pour éviter d'apparaître dans l'enregistrement. Merci. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à nouveau dans cette deuxième session des webinaires et moi ici sur la qualité de l'air. Donc, effectivement, comme l'a rappelé Vincent, la semaine dernière était plus consacrée à déjà les fondamentaux de la qualité de l'air. Qu'est-ce que la qualité de l'air? Comment est-ce que la qualité de l'air se dégrade, sous quels effets et surtout sous quels effets dus au secteur des transports. Donc, cette deuxième session est plus relative aux actions. Donc, si la qualité de l'air se dégrade, quelles actions peut-on prendre pour pouvoir remédier à cette dégradation et en particulier dans le secteur des transports. Next slide, please. Donc, une rapide présentation de ma part avant d'aller vers des exemples plus concrets de la part des autres intervenants. Donc déjà, dire qu'on peut agir localement et à une échelle plus large. Et après, on verra plus en détail quelles actions on peut mettre en œuvre, notamment en déclinant les 4 volets des politiques nationales en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air. Donc déjà, on peut agir. Next slide, please. Next, please. Voilà, donc quelques très rapides rappels, parce que ça a été quand même largement balayé la semaine dernière, mais dire donc que la dégradation de la qualité de l'air, c'est un phénomène mondial. 92% de la population globale est exposée.
85% vit dans des zones où les seuils sont supérieurs au seuil de l'OMS. Et c'est un phénomène qui est particulièrement important dans les pays en développement, donc où 98% des villes de plus de 100 000 habitants ne sont pas conformes au seuil de l'OMS. Donc c'est encore plus prégnant dans les pays en voie de développement, l'Asie étant le continent le plus affecté et l'Afrique connaissant une dégradation rapide de sa qualité de l'air. Next slide, please. Donc, c'est effectivement plus grave encore au niveau des pays en voie de développement que de manière générale au niveau global. De 90% des décès interviennent dans des pays à revenus intermédiaires ou faibles. Et même à l'intérieur de ces pays, ce sont à nouveau les plus vulnérables qui sont touchés, puisque c'est la dégradation de la qualité de l'air touche plus particulièrement les enfants, les personnes âgées, les femmes, les travailleurs en extérieur. Donc, c'est les pays les plus vulnérables. Et à l'intérieur des plus vulnérables, ce sont les personnes les plus vulnérables de ces pays qui sont touchées. Next, please. Un phénomène qui globalement s'aggrave. Donc là, c'est un diagramme sur l'Asie du Sud-Est, mais c'est globalement correct partout dans le monde. Donc, c'est des émissions qui augmentent de manière relativement importante dans le monde. Mais la bonne nouvelle, next slide please, c'est qu'en agissant, on peut avoir un effet concret sur le niveau de la qualité de l'air. Donc, en Chine, il y a eu des améliorations importantes dans un certain nombre de villes, moins 33% sur les particules. Et en Ile-de-France, donc ça sera détaillé par Airparif plus tard dans cette présentation, mais également une amélioration très importante sur la plupart des polluants. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir et quand on agit, on voit qu'il y a des améliorations réelles des niveaux de pollution. Next, please. Une notion très importante qui a été largement évoquée la semaine dernière, mais je pense qu'il est important de redire en introduction sur les actions, c'est que ce soit les impacts ou les solutions, c'est une implication des échelles locales et des échelles globales. Donc sur les impacts, les impacts peuvent être locaux, voire très locaux. On a pu voir que c'était parfois, par exemple, tout à fait autour des réseaux routiers, des voies routières qu'il y avait des impacts importants, mais il y a aussi des impacts avec des effets transrégionaux, transfrontières, via les phénomènes de dissémination des polluants, et c'est aussi lié à des impacts plus globaux et aux dégradations climatiques. Donc c'est toute la question de l'imbrication entre pollution de l'air et climat. Sur les solutions, c'est la même chose. Il peut y avoir des solutions locales, mais également des solutions au niveau très local. Donc ça, c'est ce qu'on peut mettre dans les SUMP, mais aussi au niveau national. C'est plutôt ce qu'on peut mettre dans les NUMP et après au niveau mondial. Next, please. Donc maintenant, concrètement, quelles actions peut-on mettre en place en faveur de la qualité de l'air dans le secteur du transport urbain et donc notamment dans les SUMP, les plans de mobilité urbaine durable? Globalement, il se décline dans les 4 volets des politiques nationales d'amélioration de la qualité de l'air. Donc, ces 4 volets, c'est d'une part sensibiliser, premier volet, sensibiliser les autorités et la société civile et améliorer la gouvernance. Donc ça, c'est au niveau politique et aussi au niveau société civile. Deuxième volet sur lequel je passerai rapidement parce qu'on a quand même largement évoqué ce volet la semaine dernière, c'est mieux connaître, mesurer, modéliser, prévoir et informer. Troisièmement, c'est agir sur le secteur. Donc là, c'est vraiment le cœur de ce qu'on mettra dans les SUMP. Donc sur différents secteurs, mais notamment donc, le secteur des transports. Et le quatrième, c'est évaluer les impacts qui redonnent des informations pour retravailler sur les autres volets 1, 2 et 3. Next slide, please. Donc sur le premier volet, sensibiliser, appuyer la gouvernance. Donc que ce soit au niveau de la société civile, mais également au niveau des pouvoirs publics et des autorités politiques. Les déclinaisons opérationnelles, donc à chaque fois, on verra qu'on peut avoir différents types de déclinaisons opérationnelles, que ce soit au niveau gouvernance, cadrage national, au niveau des projets, donc plutôt dans le hard, vraiment les activités qu'on peut mettre en œuvre sur le terrain, et après au niveau des études, ce qui est plutôt dans le soft, donc des études ou les assistances techniques. Donc dans le niveau gouvernance, c'est déjà intégrer la qualité de l'air dans tout ce qui est la législation, les plans nationaux, création de gouvernance d'entités partenariales dédiées à ce sujet et de mettre dans les réglementations nationales qu'il y a une obligation de partage d'informations. Sur les projets, on peut faire des ateliers d'information, de sensibilisation, de diffusion des connaissances
Donc là, il y a tout un tas de palettes qui peuvent être mises en œuvre. Plus spécialement dans le domaine des transports, on peut par exemple mettre des journées sans voiture ou des opérations de communication, animation sur le domaine du transport. Donc c'est l'exemple par exemple qui vous a été montré la semaine dernière du FASEF de Yaoundé avec cette proposition. C'était pas une journée sans voiture, mais en tout cas c'était une semi-piétonisation d'une artère et toute une opération de communication et de sensibilisation autour de cette opération de semi-piétonisation d'une artère du centre-ville de Yaoundé. Pour ce qui est des études, donc on peut faire des diagnostics déjà préliminaires sur les différents secteurs dont le transport pour identifier les grands enjeux et sensibiliser tous les acteurs, donc que ce soit au niveau politique, au niveau technique ou au niveau grand public. Et on peut faire des appuis spécifiques aux entités en charge du monitoring et de l'amélioration de la qualité de l'air. Next, please. Alors, quelques exemples concrets. Donc, c'est plutôt des exemples où l'AFD est intervenu, mais on trouve plein d'autres exemples en dehors des interventions de l'AFD. Donc, l'AFD, on a par exemple eu un soutien pour un atelier sur la qualité de l'air au centre Mario Molina au Mexique. On a fait une étude de diagnostic en Inde. Et alors, un exemple intéressant, c'est une étude qui est en cours, mais là qui est à assez large échelle en Indonésie, sur les relations entre les scénarios et les propositions de développement du secteur des transports. Donc là, c'est au niveau national, c'est pas au niveau simplement urbain, mais au niveau national. Donc, quelles propositions pour le secteur du transport en Indonésie? Et quand on fait ces propositions, quels impacts ont ces propositions sur le climat d'une part, donc les objectifs du pays en matière de réduction des émissions, et sur la qualité de l'air. Donc, c'est une étude assez complexe qui a développé différents scénarios et qui regarde en fonction des décisions qu'on peut prendre sur le développement des transports, quel impact sur les émissions de CO2, quel impact sur la qualité de l'air, et est-ce que l'Indonésie, en mettant en place ces différentes possibilités d'évolution de son secteur des transports, peut rester en ligne avec ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de réduction de la pollution de l'air. Voilà pour le premier volet. Next slide, please. Sur le deuxième volet, donc que je détaillerai un peu moins parce qu'il a quand même été donc largement détaillé la semaine dernière lors de du premier webinaire. Donc là, c'est sur mieux connaître, donc mesurer les niveaux de qualité de l'air, modéliser, ce qui est quelque chose d'assez complexe, prévoir et informer. Donc à nouveau, au niveau de la gouvernance, donc par exemple, on peut noter pour ce qui est du transport, dans les SUMP et dans le cas de Mobilizer City, on encourage assez fortement la création d'observatoires de la mobilité de l'air. Et du coup, il nous semble intéressant que ces observatoires de la mobilité de l'air intègrent la question de ces observatoires de la mobilité urbaine intègrent la question de la qualité de l'air. Sur les projets, typiquement, ça peut être le financement de réseaux de stations de mesure ou de microcapteurs. Sur les études, donc là, toutes les études de diagnostic, d'inventaire, d'évaluation, de modélisation, qu'on a assez largement balayé la semaine dernière. On va passer au troisième volet. Next slide, please. Donc là, c'est vraiment le cœur de la machine et le cœur de ce qu'on peut mettre dans les SUMP, ce qu'on a marqué, la finalité ultime. Donc là, c'est développer concrètement des actions dans le secteur des transports pour améliorer la qualité de l'air. Donc, au niveau de la gouvernance, ça peut être la fixation de seuils d'objectifs de réduction de manière globale et au niveau sectoriel. Ça peut être l'adoption de normes, alors de normes sur tout ce qui peut toucher le secteur des transports, des normes sur les carburants, donc obliger à ce que dans le pays ou dans la ville, il y ait des limitations sur les véhicules les plus âgés ou les plus polluants, des normes sur le carburant, c'est aussi important, voire des normes sur les huiles moteurs. Et ça peut être l'obligation de faire des stratégies sectorielles intégrant la qualité de l'air. Donc, par exemple, des obligations de faire des SUMP. Ça peut être une décision au niveau national de dire il faut absolument qu'il y ait des SUMP au niveau des villes et que ces SUMP intègrent la question de la qualité de l'air. Ça peut être aussi des obligations au niveau d'amélioration du contrôle technique des véhicules qui est tout de même qui peut être défaillant ou non systématique dans certains pays. Au niveau des projets, donc là, il y a tout un tas d'actions qu'on peut mettre en place et qu'on peut intégrer dans un SUMP. Donc, on les a remis un peu dans le cadre éviter, reporter, améliorer, qui est un cadre bien connu et notamment utilisé pour ce qui est des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc Avoid, Shift, Improve.
Donc, c'est déjà des actions pour éviter des déplacements, donc TOD, Transport Oriented Development, donc, essayer d'intégrer, de conjuguer dans son développement urbain le transport, donc de ne pas mettre un développement urbain très important là où on n'aura pas de capacité de transport et de transport durable, donc notamment de transport en commun massifié. Des actions pour réduire la circulation, donc ça peut être notamment de manière assez ciblée auprès des générateurs sensibles. Donc, on a vu qu'avec la qualité de l'air, l'impact des transports sur la qualité de l'air, ça pouvait être très localisé. Donc, déjà essayer d'éviter qu'il y ait une circulation très importante au niveau de générateurs sensibles, ça peut déjà résoudre une partie du problème. Essayer de réduire le trafic de transit, essayer de réduire ou de rerouter la circulation des poids lourds. Reporter, donc ça c'est le volet shift, qui est quand même un volet fondamental des SUMP et des politiques de mobilité urbaine durable. Donc reporter des déplacements vers des modes les moins polluants. Donc essayer qu'il y ait moins de déplacements avec des modes polluants et plus de déplacements avec des modes moins polluants. Donc typiquement piétonisation, privilégier les aménagements donc piétons ou cyclables, les modes actifs sur l'espace public. Les grandes actions importantes, c'est les prochaines pour soutenir les transports en commun et notamment les transports capacitaires, que ce soit des BRT, des tramways, des métros. Ça peut être aussi des aménagements en faveur de véhicules partagés. Le dernier étage, c'est l'étage Improve, donc améliorer les véhicules pour les rendre eux-mêmes moins polluants. Donc, ça peut être des actions en faveur de la renouvellement de flotte, donc avoir des véhicules moins polluants, promotion des véhicules électriques, mettre en place des zones à faible émission. Donc, Air Paris détaillera cela pour la situation parisienne aujourd'hui. Ça peut être aussi une meilleure gestion du trafic et une optimisation des vitesses. On sait que les véhicules ne polluent pas. Enfin, la vitesse a un impact sur les niveaux de pollution des véhicules et il y a un optimum de vitesse. Il y a un cas spécifique sur les navires à quai, mais qui est quand même parfois pertinent en milieu urbain. Donc, il y a quand même une pollution importante pour les navires. Et quand il y a une alimentation électrique à quai, ça permet de diminuer sensiblement les pollutions dues aux navires, qui peuvent être parfois, quand il y a des ports dans des villes, en milieu urbain. Ça peut être aussi le bidumage de voies, qui quand même a un impact important pour réduire la circulation des polluants. Donc voilà, je pense que c'est un peu global et un peu général, mais c'est quand même les actions clés qu'on peut mettre dans un SUMP, et je pense que c'est important de les avoir en tête. Et après, il peut y avoir des études et des assistances techniques. Anne, je me permets juste d'interrompre un instant pour dire qu'on prend déjà un peu de retard. Et je vois que la présentation, enfin, il y a encore pas mal de slides très intéressants, donc peut-être je t'invite à rentrer un petit peu moins dans le détail pour la suite. Très bien, donc Merci alors, je vais beaucoup. aller assez vite. Donc là-dessus, on avait quand même remis on avait quelques focus sur les questions climat et qualité de l'air. Ce sont quand même des questions assez essentielles qui reviennent souvent. Si je fais quelque chose pour améliorer la qualité de l'air, est-ce que ce sera bon pour le climat? Est-ce que c'est systématique? Ou est-ce que ça dépend? Je pense que la réponse globale, c'est de dire qu'en général, ce qui est bon pour la qualité de l'air est bon pour le climat, que ça va globalement ensemble. Après, c'est pas tout à fait aussi simple dans le détail. Et un exemple important, c'est les véhicules diesel par rapport à véhicules essence. Ou si on privilégie les véhicules diesel, là, il y a tout de même un impact plutôt négatif sur la qualité de l'air. Ou si on le dit globalement, les véhicules diesel non pourvus de filtres rejettent plus de polluants, alors que les véhicules diesel ont un impact quand même plutôt positif sur la qualité, sur les émissions de gaz à effet de serre. Next. Sur la mobilité électrique, dire que globalement, ça a un impact positif sur la qualité de l'air et un impact généralement positif sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça dépend du mix énergétique, mais quand même au-delà d'un certain seuil, donc plutôt autour de 550 grammes de CO2 par kilowattheure pour les grids, pour les mix énergétiques, on est plutôt dans le positif, et c'est encore plus positif quand on est sur du transport collectif, où là, le seuil pour qu'on soit positif en CO2 est plus élevé. Next. Sur la diminution de teneur en soufre des carburants, également plutôt positif, donc positif pour la qualité de l'air et plutôt positif pour le CO2, au bémol près qu'il y a quand même des procédés de raffinage qui induisent une augmentation de la consommation d'énergie, et donc il faut bien regarder que ces procédés ne sont pas trop émetteurs. Next. Pour les agrocarburants, dire également que là, c'est assez variable. Là,
c'est des impacts variables en fait pour la qualité de l'air et pour le CO2, mais qui sont globalement positifs dans les deux cas. Mais c'est vrai que là, ça dépend quand même des types de polluants, des carburants. Donc là, c'est à regarder dans le détail sur les agrocarburants. Vous aurez les slides à disposition après, donc je ne rentre pas trop dans le détail de ces slides. Next. Sur quelques exemples concrets d'actions sur le volet 3, donc par exemple qui ont été financés par l'AFD, financement de programmes de mobilité électrique en Amérique latine, dans les Caraïbes. Et vous aurez d'autres présentations par Stéphane juste après, donc je ne vous présente pas le reste de cette slide. Sur cette slide-là, dire qu'il y a un programme très intéressant qui a été mis en œuvre par la Banque mondiale sur la ville du Caire, parce que c'est un programme intéressant, parce que c'est quand même un programme assez lourd, de 100 millions de dollars, et qui est très, très complet et qui comprend des volets études, des volets amélioration des capacités techniques, et après des volets concrets dans deux secteurs, donc le secteur des déchets et le secteur des transports, avec notamment donc le financement de bus électriques et des infrastructures associées à ces bus électriques. Donc, je pense que c'est un projet intéressant à avoir en tête parce que c'est un projet très complet et avec différents étages, études, amélioration des capacités techniques et financement concret de matériel roulant. Next. Donc, sur le dernier volet, le volet 4, évaluer les impacts. Donc, c'est notamment les différentes possibilités d'action, c'est mettre en place une baseline, se mettre d'accord sur le périmètre et la méthodologie d'évaluation des impacts des mesures qui ont été prises en vue d'améliorer la qualité de l'air. Et après, ça peut être des mesures in situ durant les actions et au long cours, au cours des actions. Donc, c'est aussi l'exemple du FASEB de Yaoundé où voilà, c'est un projet pilote et c'est un petit projet, mais un projet de piétonisation et on fait en même temps les mesures de qualité de l'air pour voir si tout de suite cette mesure peut avoir un impact. Next. Donc à nouveau, des exemples qui ont pu être financés par l'AFD, des études d'impact d'évolution des impacts de mesures de piétonisation au Vietnam, des évaluations des impacts sur la qualité de l'air de projets de transport à Dakar, TER et BRT. Et donc je ne commenterai pas le dernier parce que c'est sur Paris. On aura Air Paris fera le loisir de nous détailler leurs actions en matière d'évaluation. Voilà, donc j'espère que j'étais plus concise. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Anne pour cette présentation qui, de manière très intéressante, introduit le sujet et la session d'aujourd'hui. Je pense qu'on va directement passer la parole à Stéphane Carcasse qui va nous présenter les cas d'études. Merci beaucoup. Oui, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vais essayer à la fois de parler lentement et d'être rapide pour essayer de respecter le timing. Donc, si vous pouvez mettre les slides. Oui, merci. Donc, moi, je vais effectivement vous parler un petit peu de Hanoï, un petit peu de Dakar, un petit peu de l'Asie du Sud-Est. Diapo suivante. Voilà, donc ça, c'est le sommaire. Merci. Diapo suivante. Et encore diapo suivante. Alors, très rapidement, sur Hanoï, je ne vais évidemment pas tout détailler, mais ces différents éléments montrent une situation de la qualité de l'air très, très difficile à Hanoï, avec des seuils, des niveaux d'émissions qui sont supérieurs à ce que dit la réglementation vietnamienne, pourtant plus souple que les seuils, on va dire, ou que les directives de l'OMS. Donc, vous avez des seuils de particules 5 fois supérieurs à ce que recommande l'OMS, et puis des seuils d'autres polluants également très difficiles. Et puis, ce que ça vous montre, c'est que dans la presse, finalement, internationale, on voit que Hanoï devient moins attractive, notamment de par ce sujet de mauvaise qualité de l'air. On voit différents index qui sont décrits. Donc, à la fois un problème pour la santé des habitants, pour l'économie et l'attractivité internationale de la ville. Diapo suivante. Et donc, très rapidement, ce que je voudrais vous présenter, c'est que la façon dont on a eu, avec Air Paris et d'autres, d'appuyer les autorités de la ville de Hanoï, c'est quelque chose de séquencé dans le temps. On sait que mener une politique publique de réduction de la pollution, ça ne se fait pas d'un coup, en un an.
c'est une action de long terme. Je pense que Paris vous l'a déjà dit aussi. Et donc, je vous présente rapidement quelques séquences qu'on a eues dans le temps. Alors, il y a 3-4 ans, en 2017, on a financé donc une expertise d'Airparif qui a d'abord consisté en un appui pour dimensionner ce que pourrait être un réseau de mesure optimal à Hanoï, en distinguant des stations de mesure de trafic, des stations de fond, le milieu urbain très dense, le milieu périurbain, le milieu rural. Donc, la recommandation, c'était installer 42 stations fixes dans Hanoï. Donc, puisque le début du début, c'est quand même de connaître la pollution avant de pouvoir agir. Diapo suivante. Parallèlement à ça, on va dire, il y a aussi des actions qu'a menées la ville elle-même, et donc avec un projet pilote qui était de piétoniser les abords du lac Owenkiem, qui est un endroit très, très, très symbolique et très important, avec la circulation automobile et beaucoup de circulation piétonne. Et donc la ville a réalisé cela, et puis il y a une institution, PRX Vietnam, qui travaille sur beaucoup de sujets environnementaux à Hanoï, et que l'on a financé et également avec la région Île-de-France pour essayer d'évaluer quels sont les effets de cette piétonisation sur la qualité de l'air. À ma connaissance, on n'a pas encore les résultats, mais vous voyez, on essaye de mêler en même temps de la mesure des actions et de l'évaluation d'actions ponctuelles. Diapo suivante. Suite à l'expertise d'Airparif sur le réseau de mesure, l'AFD finance ce qu'on appelle une assistance technique résidentielle, c'est-à-dire basée à Hanoï, qui travaille d'ailleurs pas uniquement sur le secteur des transports, mais sur le secteur des déchets, donc des transports de marchandises, des transports de passagers, sur la mobilité électrique. L'idée étant d'affiner la connaissance que l'on a sur la qualité de l'air, mais d'identifier un programme d'investissement qui peut être sur le transport et ou sur plusieurs autres secteurs qui contribue à la réduction de la pollution de l'air. On est bien là dans le volet 3 que vous a présenté Anne, c'est-à-dire agir. Diapo suivante. Et donc, on peut passer celle-ci, elle vous résume ce que je viens de vous dire. Et donc, aujourd'hui, on est dans une phase, effectivement, d'identification de tout un programme d'investissement et de discussion avec la ville. Et donc, il y a encore, à ma connaissance, plusieurs scénarios possibles. Et donc, on s'oriente vers un programme à la fois transport et qualité de l'air. Donc, en termes de qualité de l'air, un peu comme dans le projet égyptien dont vous a parlé Anne, un appui spécifique qualité de l'air, d'assistance technique, de formation à la maintenance du réseau de mesure pour des campagnes de mesure, financement de stations, des équipements de laboratoire, mais aussi donc un programme transport qui pourrait intégrer l'amélioration de corridors de transport, des services de bus améliorés, la prise en compte de modes doux. On voit sur la carte à gauche, que je ne détaille pas, comment intégrer tous ces nouveaux projets avec le réseau de transport massifié existant. Diapo suivante. Tout ceci, je ne vais pas détailler, mais pouvant se combiner avec un certain nombre de mesures, d'actions relatives au secteur de transport, qui rejoignent ce que vous disait Anne tout à l'heure. Donc, d'une part, développer des transports publics avec des lignes pilotes de bus, par exemple, ou des projets de BRT ou des projets de tram. À Hanoï, on sait très bien l'importance des deux roues motorisées. Donc, on peut combiner ça avec un verdissement de cette flotte de motos, par exemple avec des motos électriques, avec des actions visant à limiter les véhicules particuliers et à promouvoir les modes actifs. Voilà, je vais un peu rapidement, mais c'est toute cette combinaison d'actions qui peut constituer un programme d'investissement qui est finançable par un bailleur tel que l'AFD et dont on essaiera de mesurer l'impact sur la qualité de l'air. Alors, deuxième exemple, je vais passer un peu plus rapidement donc, sur Dakar au Sénégal, parce qu'on en est finalement relativement au début. On n'a pas encore de projet intégré transport à Dakar, en tout cas spécifique sur la qualité de l'air. Donc, diapo suivante. Cette diapo que je ne vais pas détailler non plus, mais qui en gros consiste à dire qu'il y a un certain nombre d'appuis déjà en cours qui visent à améliorer la connaissance de la qualité de l'air à Dakar. Alors, le point positif, c'est qu'il y a une entité spécialement en charge de la qualité de l'air, le CGQA à Dakar, qui fait partie du ministère de l'Environnement et qui a démarré un certain nombre d'actions, qui possède quelques stations de référence. Et donc, il y a un appui par un bureau d'études français, donc financé par le CRASEP, comme l'a dit Vincent, qui vise à améliorer cette connaissance de la pollution de l'air et
à mettre à disposition une plateforme digitale d'information ouverte à tous, aux autorités et à la société civile, pour mieux connaître cette pollution et mieux diffuser les connaissances sur le niveau de pollution à Dakar. Suivante. Et donc, là aussi, on essaye d'avoir une action et des appuis séquencés dans le temps, progressifs, avec les autorités sénégalaises. Donc, très rapidement, Air Parif est allé à Dakar réaliser une mission et on vous a précisé là les types d'acteurs qui sont rencontrés. Hein. C'était une question aussi, et je pense quelque chose d'important. Quels sont les types d'acteurs qu'il faut mobiliser sur ce sujet qualité de l'air? Donc, vous voyez les entités qui ont été rencontrées. Bien, il y a la ville de Dakar, il y a donc ce centre de gestion de la qualité de l'air, mais aussi le CETUD, hein, qui est, on va dire, un peu l'autorité organisatrice des transports urbains à Dakar, parce qu'il y a des éléments qui disent que le transport est un des, voire le secteur le plus polluant à Dakar. Diapo suivante. Donc là, je vais passer rapidement. Hein, en fait, on a dessiné avec les autorités sénégalaises un plan d'action pour petit à petit optimiser cette politique publique sénégalaise d'amélioration de la qualité de l'air. Je ne vais pas détailler toutes les mesures, mais vous voyez qu'on retombe sur les volets qui ont été les volets d'une politique publique qui ont été précédemment décrits, hein, donc sur le sujet mesure, sur le sujet inventaire des émissions et modélisation, pour petit à petit pouvoir prévoir les niveaux de pollution de l'air dans les jours suivant la mesure. La diapo suivante. Et puis tout un volet gouvernance et communication. Et puis donc l'objectif est, encore une fois, hein, au-delà de la mesure, de préparer un certain nombre de projets, donc de préparer ce qui peut être un projet pilote a priori dans le secteur transport. Et là, on utilise, c'est souvent, ça peut être un cas réplicable, je dirais, profiter d'événements internationaux particuliers. Donc là, à Dakar, il s'agit des Jeux Olympiques de la jeunesse pour sensibiliser et préparer et financer des projets. Donc un projet pilote. L'AFD finance aussi un projet de rabattement des bus sur une ligne de BRT en cours de mise en œuvre, et on va appuyer les autorités pour évaluer les impacts sur la qualité de l'air de ce projet. Puis au-delà de cette feuille de route un peu spécifique, on a mis en vert des projets qui existent déjà, hein, des projets de massification des transports, par exemple d'un projet de train suburbain, le TER, ou d'un projet de BRT financé par la Banque mondiale, qui tous doivent contribuer à améliorer la qualité de l'air, et on essaiera aussi d'évaluer les impacts de ces projets. Diapo suivante. Donc là, on va retourner en Asie, mais je vais vous détailler rapidement un cas qui est régional. Pour l'instant, on a parlé de cas nationaux ou de projets nationaux. Donc là, l'idée, donc le diagnostic sur l'Asie du Sud-Est, hein, il est assez rapide. C'est effectivement une des zones très très polluées dans le monde. Donc les villes de cette zone ne sont pas forcément en haut de la liste des villes les plus polluées, mais néanmoins, et puis vous voyez, il y a 3% simplement des villes, hein, qui satisfont au seuil de l'OMS, et c'est une zone, de par l'urbanisation galopante notamment, c'est une zone où la situation en termes de qualité de l'air se dégrade très très vite. Et donc là aussi, on mène quelque chose de séquencé avec les autorités. Donc Air Parif a mené un certain nombre de missions et de diagnostics dans une petite dizaine de pays de la zone, sur la base d'une analyse multicritère en termes de situation, sur la pollution de l'air, de mobilisation possible des acteurs, parce qu'on ne peut rien faire sans différents acteurs locaux. Bien, 3 pays ont été priorisés, que sont l'Indonésie, le Cambodge et la Thaïlande. Et puis, on a mobilisé ensuite une facilité qualité de l'air spécifique sur ces 3 pays, de façon à renforcer les capacités des acteurs locaux et commencer à identifier des programmes ou des projets ou des prêts de politique publique spécifiques sur la qualité de l'air. Donc l'objectif est bien, in fine, d'approuver des financements pour réduire la pollution. Diapo suivante, je vais aller très très vite. On a 2 diapos sur chaque pays. Là, encore une fois, l'objectif, c'est de vous montrer la diversité des acteurs, hein, je pense, qui interviennent sur ces sujets et qu'il faut mettre autour de la table, hein, traiter le sujet qualité de l'air. Donc, vous voyez, par exemple, en Indonésie, les ministères du Plan, les ministères des Finances, aussi également les autorités locales, pas uniquement nationales, hein, vous voyez, au niveau des
des provinces et des villes. Ne jamais oublier tout ce qui est milieu académique, hein, les différentes universités qui généralement font de la recherche et ont une assez bonne connaissance de tout ce qui tourne autour de la qualité de l'air. Et puis voilà, en Indonésie, on a aussi bien sûr discuté avec d'autres entités internationales. Oui, on peut passer à la diapo suivante. Donc, sans rentrer dans le détail, vous voyez là aussi hein, ces différentes actions. Donc, vous voyez en Indonésie, en termes de préparation de projet, on est autour de 700 000 € par exemple, et qui concernent les différentes actions qu'on a pu détailler précédemment, hein, mieux gérer les données, mettre en place un système d'alerte précoce. Si je vais sur le transport, vous voyez, il y a des actions, par exemple, comme l'analyse de la composition du parc de véhicules, hein, qui est indispensable pour savoir ensuite comment agir. Là aussi, réaliser un inventaire des émissions et travailler donc sur le parc de véhicules, comme je disais. Diapo suivante. Au Cambodge, même genre de mission. Et vous voyez là aussi des discussions avec différentes entités nationales et locales cambodgiennes, et également l'université de Phnom Penh, des organisations internationales, des ONG et nos collègues bailleurs. Diapo suivante. Et là aussi, vous voyez différents types d'activités au Cambodge, avec, vous voyez, des appuis, par exemple, au ministère de l'Environnement, au ministère des Transports et à la ville. C'est important de mettre autour de la table ces différents acteurs. Et vous voyez là aussi des actions un peu transversales sur l'amélioration de la qualité des données relatives à la qualité de l'air, mais aussi travailler sur les émissions du secteur transport, de travailler sur les réglementations sur les émissions de véhicules, de travailler sur quelle opportunité pour de la mobilité électrique. Vous voyez, on retombe sur des choses qu'on a dites précédemment et qui sont déclinées ici. Et on en termine par le troisième pays, diapo suivante. Même genre de choses hein, en Thaïlande, vous voyez, avec des discussions à la fois avec les niveaux nationaux, généralement toujours l'environnement et les transports, et puis au niveau métropolitain et au niveau ville, et puis un certain nombre d'organismes internationaux. Voilà, diapo suivante, pardon. Et puis là aussi, vous voyez, avec des appuis à différents ministères. Donc là, ministère des Transports, ministère de l'Environnement, ministère de l'Énergie, et puis une province et une ville du nord de Thaïlande, et puis avec BMA, c'est la métropole de Bangkok. Donc, vous voyez là aussi des appuis très transversaux sur la qualité de l'air, mais aussi des appuis spécifiques dans le secteur de transport, notamment pour la mise en œuvre de réglementation, l'application de standards d'émissions des véhicules, un inventaire des émissions qui peut être multisectoriel, mais notamment sur le secteur des transports, et là aussi des appuis pour connaître la composition de la flotte des véhicules donc dans la ville du nord, dans une ville du nord de Thaïlande, et puis aussi pour un appui spécifique à Bangkok pour essayer d'identifier des projets de transport public à Bangkok qui sont susceptibles de diminuer la pollution de l'air. Voilà, j'ai été un petit peu rapidement, mais j'ai essayé de rattraper le temps. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des projets qui sont terminés, mais on a essayé de vous montrer que c'est quelque chose, c'est des projets qui peuvent réduire la pollution, se préparent dans le temps, peuvent être séquencés, sont progressifs et doivent mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs très variés. Voilà, Vincent, j'ai essayé de rattraper. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été à la fois rapide et clair. Merci pour cette présentation intéressante qui nous a permis de rentrer aussi dans le concret de situation locale. Je vais proposer à tout le monde de participer à un petit sondage avant de donner la parole à Marie-Père pour la session suivante. Donc, je vous invite à soit, si vous avez votre téléphone en main, scanner la présentation. Le QR code vous amènera sur ce petit sondage, ou alors plus simplement cliquer sur le lien qui est dans le chat. Et voilà, à la fin de la session, on présentera les résultats dans le cadre du moment dédié aux questions-réponses. Mais donc voilà, je vous invite à cliquer sur le lien et à participer, à répondre à quelques toutes petites questions qui nous permettront de mieux
voilà, de récolter vos contributions. Sans plus tarder, comme on a déjà quelques minutes de retard, je vais passer la parole à Marie-Pierre de l'ADEME pour une présentation sur le monitoring de la qualité de l'air. Et voilà, Marie-Pierre, je te remercie et je te donne la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mes slides? Oui? Vous Oui. m'entendez? Oui, oui. Ok. Bon, bah, c'est parti. Alors, je suis très contente d'être à nouveau parmi vous pour intervenir dans ce second webinaire sur l'intégration de la qualité de l'air à la planification de la mobilité durable. Donc, mon intervention va porter plus sur le monitoring et les mesures locales à l'échelle de la ville. Donc, ce qui va venir un petit peu compléter les interventions précédentes en donnant aussi un éclairage sur ce qui a été fait en France. Alors, avant de démarrer, je voulais rappeler comment la question de l'évaluation de la qualité de l'air était intégrée au cadre de suivi et de reporting de Mobile Azure City. C'est la publication Core Indicator en Monitoring qui présente les indicateurs clés et le cadre de suivi et d'évaluation dans le cadre du partenariat. Et ce cadre de suivi et d'évaluation s'articule autour de 6 indicateurs, dont un indicateur, le 4e, sur la pollution de l'air, qui est à ce stade optionnel. Donc, cet indicateur sur la qualité de l'air, il se réfère à l'objectif du développement durable 11.6, qui veut qu'à 2030, on réduise l'impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention particulière à la qualité de l'air et à la gestion, notamment municipale, des déchets. Donc, l'indicateur proposé dans le cadre du partenariat évalue la pollution de l'air moyenne en termes de particules fines de 2,5. Et au niveau du partenariat, les informations remontées par les villes sont agrégées sous la forme d'un indicateur synthétique qui donne le nombre de villes partenaires du partenariat qui atteignent un niveau de pollution de l'air annuel moyen qui respecte les recommandations de l'OMS de 2005, soit 10 microgrammes par mètre cube. Comme on l'avait indiqué dans le webinaire précédent, l'OMS, en septembre dernier, a publié de nouvelles recommandations et le seuil de recommandation pour les PM, les particules fines 2,5, a été réévalué à 5 microgrammes par mètre cube. Alors, pour évaluer cet indicateur et le calculer, il est nécessaire de mettre en place des stations de mesure de la qualité de l'air. Et vous pouvez trouver plus d'informations sur la méthode de collecte et de calcul de ces indicateurs dans la publication que j'ai citée précédemment sur Core Indicators on Monitoring, qui doit être disponible sur la Knowledge Platform. Maintenant, je vais vous présenter les principaux résultats d'une étude qui a été conduite par l'ADEME avec l'appui d'Airparif, du CITEPA, du CEREA et de l'École des Ponts en 2020. Et c'est une étude qui dresse un état des connaissances sur les impacts de la qualité de l'air, des mesures qui visent à limiter le trafic routier. Et si vous avez envie de creuser au-delà de cette présentation, vous pourrez consulter l'ensemble des éléments de l'étude en cliquant sur l'image où j'ai ajouté un hyperlien dans les documents qui vous seront transmis à l'issue de ce webinaire. L'étude s'articule autour de 3 volets. J'ai présenté le premier qui est très centré sur la France assez succinctement. Il a consisté en la réalisation d'une photographie de la qualité de l'air et de ses déterminants liés à la mobilité en ville et il a conduit à la réalisation de 25 fiches territoriales ou portraits type d'agglomération. Le deuxième volet va plus nous intéresser puisqu'il a dressé un panorama européen des mesures locales qui ont visé à modifier le trafic routier en ville et de leur impact sur les émissions et la qualité de l'air.
Et le troisième volet a porté sur l'analyse des méthodologies d'évaluation des impacts de la qualité de l'air, de ces aménagements sur le trafic routier et les émissions. Il nous apportera quelques enseignements sur l'impact de ces mesures et les méthodes d'évaluation. Donc, le premier volet, il a conduit à réaliser 25 portraits d'agglomération française type en termes d'émissions du trafic routier. Les analyses ont porté sur les émissions de dioxyde d'azote, de particules fines 10 et 2,5 en particulier. Alors, en France, au niveau national, le secteur des transports contribue à 63% aux émissions de dioxyde d'azote. Et les résultats de ces portraits montrent qu'il y a une très grande variabilité des émissions absolues, qui peut s'expliquer par la différence de taille des territoires, mais aussi par la différence de typologie des territoires. Est-ce qu'on est sur un territoire urbain ou plutôt rural? Est-ce que le territoire intègre un bassin industriel qui peut être également émetteur de polluants? Et donc, pour bien comprendre et affiner cette analyse, il est nécessaire de regarder d'autres indicateurs comme les émissions du transport routier par habitant, par kilomètre carré, ou par exemple le taux de logement individuel qui peut avoir un lien avec la dépendance à la voiture. Donc, les principaux enseignements qu'on va tirer de ces portraits, c'est d'une part que l'ensemble des indicateurs qui ont été utilisés dans l'étude, ils sont complémentaires. Il faut vraiment les regarder ensemble pour comprendre l'importance des émissions du transport routier au sein de chaque territoire. Et que plus les territoires sont densément peuplés, moins la dépendance à la voiture est forte, notamment du fait de moins de place tout simplement pour la voiture ou d'une offre de transport en commun qui va être plus développée. Et la taille des territoires explique aussi en partie la variabilité des émissions du trafic routier. Et on peut rappeler aussi que le trafic routier, c'est le principal contributeur aux émissions de dioxyde d'azote. Et parmi les actions principales qui contribuent à limiter les émissions du trafic routier, on retrouve l'accélération du renouvellement des véhicules. Donc, c'est des actions qui ont été déjà présentées par Anne tout à l'heure, qui va contribuer à réduire les émissions à l'échappement et donc influer sur les émissions de dioxyde d'azote et de particules. Mais ce qu'on voit de plus en plus, d'autant plus qu'on améliore le parc de véhicules, c'est que la part d'émissions liées à l'abrasion va augmenter et représente à l'heure actuelle 50% en France. Et donc, plus on améliore le parc de véhicules, moins l'amélioration technologique va influer sur la part des émissions liées au trafic routier. Et donc, et notamment la part liée à l'abrasion et à la remise en suspension des particules. Et donc, ce qui va influer le plus sur cette composante, c'est la réduction et la limitation du trafic routier en volume. Et donc, ce qu'on peut retenir aussi de ces monographies, c'est qu'il est important d'adapter les mesures mises en œuvre au profil du territoire et donc de bien analyser le contexte de chaque ville, donc ici en France, mais ce serait reproductible dans d'autres pays, pour adapter les mesures au contexte. Le second volet, il a consisté à dresser un panorama des mesures locales qui visent à modifier le trafic routier en ville. Parmi les mesures étudiées, donc l'étude a porté sur des mesures de piétonisation permanente ou temporelle, des mesures de partage de l'espace public avec des modes doux, comme des aménagements cyclables, le stationnement en ville avec la modification de son offre ou de son tarif, et des mesures qui portent sur la réduction de la congestion et la fluidification du trafic ou l'aménagement des voiries visant à dissuader l'usager. Alors, donc c'est une étude essentiellement bibliographique qui a été faite
Et ce qui ressort parmi les difficultés, pour nuancer aussi les résultats, c'est la difficulté d'isoler les impacts d'une mesure de réduction de trafic sur le trafic et les émissions associées. Parmi les mesures étudiées, il n'y avait aussi pas systématiquement d'études d'impact sur la qualité de l'air qui avaient été intégrées ou de comités de pilotage technique dédiés au suivi du projet qui avaient été mis en place. Et il y avait aussi des institutions ou des organes chargés de mettre en œuvre les mesures qui n'étaient pas toujours les mêmes, qui étaient en charge du suivi et à la suite de la mise en place de la mesure. Et parfois, les projets ont montré aussi un manque de coordination entre les experts transport et les experts qualité de l'air. Et donc, ce qu'on peut retenir pour le partenariat Mobilisation City, et je pense que c'était bien montré aussi par la présentation et les exemples de Stéphane Carcasse, c'est qu'il est important quand on met en place des SUMP, de s'assurer aussi d'intégrer des études d'impact sur la qualité de l'air et une bonne coordination entre l'ensemble des parties prenantes et notamment des services transport et qualité de l'air pour mettre en place un suivi adapté. Alors, ce slide présente les principaux résultats de l'analyse de ces études de cas mais les résultats doivent être pris avec précaution. Et donc, parce que il reste comme très compliqué d'évaluer l'impact d'une mesure, même si ces résultats montrent que les mesures qui ont été mises en œuvre et étudiées ont contribué à infléchir les choix modaux et à influer sur les émissions, voire les concentrations de polluants dans l'air à l'échelle urbaine. Donc, par exemple, pour les mesures de piétonisation, on a observé une réduction jusqu'à 70% du carbone suie et 40% du dioxyde d'azote. Et pour les mesures de stationnement, on a identifié une réduction locale plus marquée pour les émissions de particules que pour celles de dioxyde d'azote. Donc, parmi les principaux enseignements de ce deuxième volet, on peut retirer que la construction de nouvelles voies provoque toujours des augmentations de trafic et que la modification de l'offre et du tarif de stationnement va toujours dissuader l'usage de l'automobile en ville. Alors, je pense qu'un point important, c'est cette question de demande induite où lorsque une voie de circulation est fermée, on observe des réductions de trafic sur l'ensemble des territoires concernés. Et donc, on peut parler de trafic, entre guillemets, évaporé. Tandis que dès qu'on augmente la capacité routière, donc on crée des nouvelles voies, cela amène plus de trafic, un trafic induit. Et donc, on va finir par se retrouver au niveau de la situation initiale. Pour le troisième volet, qui a cherché à analyser les méthodologies d'évaluation d'impact sur le trafic et les polluants atmosphériques, des mesures identifiées dans le volet 2. Donc, ce troisième volet a cherché à évaluer le lien entre les mesures prises visant à réduire le trafic routier et la qualité de l'air, à estimer l'impact sur d'autres polluants et à évaluer l'impact à différentes échelles d'une action. Donc, l'impact à l'échelle microscopique de la rue ou de la zone de l'action ou à l'échelle macroscopique de la ville et de l'agglomération. Et aussi à analyser la transposabilité d'une action réalisée vers d'autres pays et notamment vers la France. Donc, parmi les principaux enseignements de ce troisième et dernier volet, donc on a pu voir on a pu observer une diminution des émissions de polluants lorsque l'aménagement urbain mis en œuvre induisait une réduction du trafic routier. Et dans la plupart des aménagements réalisés qui visent à améliorer la qualité de l'air en réduisant le trafic routier en milieu urbain, on constate une amélioration locale de la qualité de l'air. Et je voudrais insister sur cette notion de local, parce que l'impact d'une action, il va être plus ou moins efficace selon la qualité de l'air et l'environnement
il va être plus ou moins efficace sur la qualité de l'air selon l'environnement physique et atmosphérique de la ville d'étude. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi, au préalable, d'avoir une étude sur la qualité de l'air initiale de la ville et les autres sources d'émissions qui peuvent influer au niveau global du fait, comme on l'avait vu dans le webinaire précédent, de la dispersion et des réactions entre polluants. Donc, les émissions de polluants primaires, donc, ils vont avoir une influence plus importante sur les concentrations au plus proche de la source d'émission. Et les différentes stratégies de réduction du trafic routier, elles vont réduire les émissions à l'échelle locale. Et cette réduction des émissions, elle va avoir un effet direct sur la qualité de l'air. Mais cet effet direct sur la qualité de l'air, il va être plus prononcé à l'échelle locale. Parce que l'impact sur la qualité de l'air, il sera beaucoup moins marqué sur les concentrations de fonds urbains, puisqu'il n'y a pas de linéarité entre les concentrations de fonds urbains et les émissions de trafic routier. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'une diminution locale d'un polluant sur la qualité de l'air ne permet pas d'améliorer largement et durablement la qualité de l'air de fonds urbains si on ne travaille pas de façon plus globale sur l'ensemble des autres sources d'émissions. Excusez-moi, je vais juste vous inviter à conclure assez rapidement, puisqu'on a déjà pris pas mal de retard. Ok. Merci. Et donc là, j'ai remis sur ce slide le graphique présenté au premier webinaire qui remontrait ces différences entre polluants local et polluants de fond à l'échelle urbaine. Et donc, pour finir, on peut retenir qu'il est complexe de dissocier les impacts d'une mesure individuelle sur les émissions de polluants. C'est une question qui a été posée dans le premier webinaire et qu'il est et d'estimer l'impact d'une mesure de réduction du trafic sur les concentrations atmosphériques. Et donc, qu'il faut interpréter les résultats présentés dans notre étude avec précaution. Et donc, pour qu'une mesure de réduction du trafic soit efficace, il faut aussi qu'il y ait des dispositifs de remplacement comme les transports en commun ou les modes de transport doux qui soient attractifs et qui motivent les usagers à y recourir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en place des actions coordonnées sur l'ensemble de la ville dans le cadre d'un SUMP. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour cette présentation sur le suivi et donc sur ce projet de suivi et d'examen, d'évaluation de la qualité de l'air. Je vais sans plus attendre directement passer la parole à Karine Léger de Air Paris pour la dernière présentation qui va nous présenter une étude de cas en région parisienne. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on mette les slides? Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Ok, Julia. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Alors, donc, diapositive suivante. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est un petit peu la déclinaison de tout ce qui a été présenté ce matin sur l'application en Île-de-France et finalement, quels sont les résultats des différentes politiques qui ont été mises en place. Alors, juste en rappel, lutter contre la pollution de l'air, c'est à la fois agir sur les émissions. C'est d'abord agir sur les émissions pour avoir un effet sur les concentrations, sachant qu'entre les deux, l'effet n'est pas linéaire puisque entre émissions et concentration, vous avez à la fois des réactions chimiques et vous avez aussi un rôle de la météo qui va être soit dispersif, soit aggravant. Mais en tout cas, pour limiter l'exposition de la population à la pollution atmosphérique et diminuer la pollution de l'air par rapport à ce que l'on respire, le moyen, c'est d'agir sur les émissions et donc sur la quantité de polluants que l'on rejette dans l'atmosphère. Next. Alors, le rôle d'Air Paris par rapport à ça, c'est différentes missions, c'est d'évaluer l'efficacité des plans d'action, alors à la fois par rapport aux scénarios qui sont envisagés et ensuite a posteriori, fournir des aides à la décision
accompagner le déploiement de solutions innovantes et tester par exemple le microcapteur. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Qu'est-ce que ça apporte? Favoriser la concertation et informer les parties prenantes, puisque au-delà des enjeux techniques, il y a aussi des enjeux de changement des comportements et d'information qui sont très importants. En Île-de-France, il y a différentes autorités qui sont en charge de plans d'action. Au niveau de l'État, il y a à la fois le préfet de région et le préfet de police. Le préfet de police pour les mesures d'urgence en cas d'épisode de pollution. Il y a la région Île-de-France. Et ensuite, quand on zoome au niveau de Paris et de son agglomération, il y a à la fois la ville de Paris et la métropole du Grand Paris qui sont aussi en charge de plans d'action spécifiques. Next. Alors, par rapport à Paris, nous avions mené une étude entre 2002 et 2012 qui visait justement à ce qu'expliquait Marie-Pierre un peu plus tôt, à faire la différence dans l'évolution positive de la qualité de l'air. Donc, on a vraiment une tendance à l'amélioration sur Paris par rapport à la qualité de l'air, de faire la part des choses entre ce qui était lié aux mesures prises par la municipalité de Paris, et donc essentiellement de limitation du trafic, par rapport aux mesures, aux réglementations françaises et européennes, et par exemple au renouvellement du parc automobile avec des normes Euro de plus en plus strictes. Ce qui ressort, et donc vous aviez, alors vous avez le lien sur l'étude si vous souhaitez la télécharger, même si elle est un petit peu ancienne. Une autre évaluation de ce type avait été faite de façon plus récente avec le King's College et qui évaluait la part du trafic lié à la pollution atmosphérique, liée spécifiquement au trafic, en lien aussi avec les zones de faible émission. La difficulté dans ce type d'études, c'est à la fois de prendre en compte les enjeux de pollution de l'air, mais surtout, pour pouvoir interpréter les données, d'avoir des informations assez précises sur le trafic. Donc, c'est à la fois le volume et la composition du flux de véhicules, la vitesse, le nombre de véhicules jour, nombre de véhicules heure, la composition du parc roulant, qui est essentiel, et le pourcentage de bus, de véhicules de livraison, le pourcentage de deux roues motorisées, etc., puisque chacun de ces véhicules a des émissions spécifiques. La composition pour chacun de cette catégorie de véhicules en termes de normes Euro, sachant que plus les véhicules sont anciens, plus ils seront émetteurs de polluants atmosphériques. La répartition aussi des véhicules essence, véhicules diesel, et de plus en plus la question des véhicules électriques et véhicules hybrides. La typologie des axes, puisque la pollution se dispersera de façon différente si vous avez par exemple un grand boulevard ouvert ou si vous avez une rue canyon. Et puis les niveaux de pollution de fond, qui sont la qualité de l'air général dans lequel, j'allais dire, baigne votre agglomération, ou qui est le niveau général auquel tout le monde est soumis indépendamment de son activité. Et donc, il faut ensuite être en mesure d'évaluer la qualité de l'air des différentes politiques, puisque vous avez des politiques locales qui limitent par exemple le trafic à Paris, en créant des voies de bus, en limitant les places de stationnement. Vous avez également des politiques nationales avec par exemple pendant des années une incitation fiscale en faveur du diesel, et des politiques européennes sur les normes d'émissions, et notamment les émissions des polluants en fonction des normes Euro qui seront de plus en plus strictes. Next. Et donc les résultats de cette étude entre 2002 et 2012, sur une période de 10 ans, étaient assez surprenants, puisque au global, on avait bien une amélioration des émissions qui étaient rejetées dans l'atmosphère par la ville de Paris. Donc de l'ordre de 30% pour les oxydes d'azote et les particules, et de 13% pour le CO2. En revanche, ce qui était surprenant, c'est que finalement, là où la mairie de Paris avait le plus d'effets, c'était sur des polluants comme le CO2, qui est un polluant à gaz à effet de serre, alors que sur les polluants comme les NOx et les PM, l'effet des mesures prises par la ville de Paris était certes important, mais moins important que celui du renouvellement du parc automobile, et donc des normes Euro, qui était vraiment le driver de fond sur l'amélioration de la qualité de l'air. Et ce que cette étude mettait aussi en avant, c'est que la dieselisation du parc faisait que finalement on avait moins baissé que ce que l'on aurait pu, puisqu'on avait une augmentation sur les oxydes d'azote et les particules du fait du renouvellement du parc par des véhicules diesel, et que sur le CO2, finalement on n'avait pas baissé tant que ça avec la dieselisation, puisqu'on avait des véhicules qui étaient plutôt plus lourds, et notamment du fait des équipements de sécurité, de la climatisation, etc. Next. Alors, autre mesure, donc première mesure, la limitation du trafic par rapport aux normes Euro. Les autres mesures qui sont en place à Paris et dans la métropole du Grand Paris, c'est la mise en place d'une zone à faible émission, qui vise donc à limiter progressivement l'entrée dans Paris et dans la métropole des véhicules les plus anciens et donc les plus polluants.
Cette mesure est en vigueur depuis 2016 dans Paris. Elle a été étendue à la métropole de Paris. Elle est basée sur les vignettes critères qui classent donc les émissions des polluants des véhicules en fonction de leur ancienneté et en fonction de leur motorisation. Les plus polluants étant les non classés. Donc, il y avait des vignettes, des critères non classés. Ce sont les premiers véhicules qui ont été interdits. Et puis, progressivement, ont été interdits les critères 4, les critères 5. Et la prochaine étape, ça sera l'interdiction des critères 3. Next. Et donc déjà sur la deuxième étape, puisque la première étape, c'était l'interdiction des non classés, deuxième étape, l'interdiction des critères 3 et des critères 4, on a une baisse de 3% des émissions de polluants, soit 8% pour les oxydes d'azote, 4% pour les particules PM10 et 6% pour les particules PM2,5 en termes d'émissions. Ça peut paraître peu important, néanmoins, quand on a des niveaux de pollution qui sont relativement soutenus, comme dans l'agglomération parisienne, et une densité de population qui est très importante, ça permet d'améliorer la qualité de l'air pour 50 000 personnes, donc ce qui est relativement conséquent. Et on a aussi calculé que ça permettait de diminuer les niveaux de pollution pour les établissements sensibles recevant du public, par exemple les écoles ou les hôpitaux, qui sont tous à proximité des axes routiers en Île-de-France. Et donc, on avait aussi un co-bénéfice pour des populations sensibles. Next. Autre mesure qui a été prise à Paris, qui a été très médiatisée, c'était la fermeture des voies sur berge. Les voies sur berge étant cette autoroute urbaine qui traversait Paris le long des berges de Seine. Et donc, la municipalité de Paris, en accord avec le préfet de police, a décidé de fermer une partie, à côté de ces voies sur berge, complètement à la circulation. Donc, il y a deux quais, il y a un quai bas et un quai haut, et de fermer le quai bas à la circulation et de l'ouvrir pour les piétons et pour les cyclistes. C'était en 2016 et il nous a été demandé d'évaluer l'impact de cette mesure qui était effectivement très, très politique, très médiatique, qui était également dans un contexte juridique puisqu'il y avait une plainte par rapport à des usagers par rapport à la fermeture de ces voies. L'étude qui a été mise en place nécessitait de prendre à la fois un territoire suffisamment large puisque si vous fermez effectivement toute une voie de circulation qui traverse Paris, vous avez des reports. Ça nécessitait de prendre en compte différents polluants et notamment les polluants liés au trafic, donc NOx, NO2, PM, PM2,5 et le benzène qui est un traceur de la congestion. Nous avons fait 2 campagnes de mesure, une en hiver, une en été. L'idée étant de reconstituer les niveaux annuels de pollution et de prendre en compte différentes situations météo. Ça représentait 80 points de mesure uniquement pour la partie campagne, dont 1 point tous les 300 mètres le long des voies sur berge. Avec des moyens mobiles et aussi pas mal de tubes à diffusion. Et puis, en complément, la modélisation, qui était vraiment l'outil qui nous permettait de reconstituer le trafic avant et après et vraiment d'identifier quel avait été l'impact de ces modifications de trafic sur les variations de mesure de niveau de pollution que l'on pouvait constater. Et donc, une information très précise sur les évolutions du trafic et la typologie des axes en lien avec les autorités de transport de la ville et de la région. Next. Le long des voies sur berge, donc comme vous le voyez sur cette illustration, il y a 2 quais, un quai bas, un quai haut. Le quai bas a été fermé à la circulation. Il y a donc eu des reports de circulation sur le quai haut, mais qui étaient limités puisque les voies de trafic n'ont pas été augmentées. Néanmoins, comme vous avez supprimé une voie de circulation, vous avez supprimé aussi un certain nombre d'émissions et au total, vous avez baissé la pollution. Alors bien évidemment sur le quai bas, puisqu'on avait une baisse jusqu'à moins 25%, là où on avait enlevé le trafic, mais aussi sur le quai haut avec une baisse de moins 10%. Néanmoins, le long de toutes les voies sur berge, les variations pouvaient être différentes du fait de 3 facteurs, du nombre de véhicules, c'est-à-dire que le nombre de véhicules n'était pas identique sur le long des voies sur berge sur toute la totalité de Paris, la fluidité du trafic qui agit aussi sur les questions de pollution atmosphérique et la topologie de l'axe, puisque si l'axe, par exemple, est encaissé, vous n'avez pas les mêmes dispersions que si vous avez un axe qui est ouvert. Et là aussi, la configuration des voies sur berge tout le long de Paris était un peu différente en fonction des endroits. Next.
Au total, sur cette carte, vous voyez sur le centre de Paris les zones en bleu qui ont bénéficié de la fermeture de ces voies sur berge et les zones en rouge pour lesquelles il y a eu des reports. La difficulté étant pour nous d'identifier quels étaient les reports qui étaient vraiment liés à la fermeture des voies sur berge, sachant qu'en parallèle, il y avait aussi un certain nombre de travaux et que de manière plus éloignée des voies sur berge, certains itinéraires n'étaient pas nécessairement des itinéraires liés à cette mesure, mais qui pouvaient être des congestions qui pouvaient être liées à d'autres mesures dans Paris. L'un dans l'autre, on voit bien que là où l'axe a été traité, donc là où on a fermé une voie de circulation, on a vraiment une amélioration qui est importante. Il y a eu quelques points de report et notamment à la sortie, vous le voyez dans le sud-est, un point rouge qui vraiment est lié à des phénomènes de report et de congestion. Mais néanmoins, on a eu une amélioration très forte de la qualité de l'air là où les gens étaient exposés à des niveaux conséquents le long des voies sur berge, avec des co-bénéfices que l'on n'a pas évolués mais qui sont réels, notamment sur le fait de réappropriation de l'espace public par les habitants, avec des pratiques sportives, culturelles, récréationnelles le long de ces voies qui ont été fermées à la circulation. L'un dans l'autre, contrairement à ce qui avait été dit à l'époque, on n'a pas dégradé la qualité de l'air sur Paris à cause de la fermeture des voies sur berge, même s'il est vrai qu'à certains endroits, il y a eu des reports de trafic. Next. Alors, autre mesure, là qui est liée directement aux émissions du parc et qui traduit l'effet à la fois du renouvellement du parc, mais aussi éventuellement de changement de motorisation. Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité en charge des transports en Île-de-France, nous a demandé d'évaluer l'impact sur les bus, puisque les moyens de transport publics sont relativement conséquents, l'impact du changement des bus de Euro 4 vers Euro 6, et aussi quel était l'impact du changement de motorisation des bus Euro 6. Et donc, next. On a fait une étude sur les émissions en conditions réelles de circulation, c'est-à-dire que l'on a équipé des bus avec des mesures d'émissions en sortie du pot d'échappement en conditions réelles de circulation, avec dans les conditions de transport normal du bus, avec des passagers, en prenant en compte les conditions de trafic et également les arrêts qui étaient liés aux passagers. Alors, par rapport aux oxydes d'azote comme par rapport aux particules, on voit une amélioration très conséquente quand on passe à Euro 6, et donc une réduction très conséquente à la fois des oxydes d'azote et des particules du passage de Euro 4 à Euro 6, ce qui traduit vraiment aussi l'amélioration de la qualité de l'air mécanique qui est liée au renouvellement du parc automobile. Et on voit aussi l'impact de changement de motorisation entre le diesel, qui est le premier bus, les bus hybrides, qui sont les deuxièmes, et puis les bus au gaz, qui sont les troisièmes, avec un impact très important à la fois pour les oxydes d'azote et pour les particules, pour les bus hybrides, et puis un impact aussi plus important pour les oxydes d'azote que pour les particules sur les bus au gaz. Donc là, vraiment une illustration sur une flotte entre guillemets captive du renouvellement du parc avec des véhicules plus récents et également du choix de la motorisation. Next. La politique de développement du vélo. Donc, il y a une politique de développement du vélo qui est très conséquente à Paris, qui a été accélérée avec la Covid, avec la mise en place de voies vélo liées vraiment au fait que les gens ne souhaitaient plus emprunter les transports en commun pendant le confinement. À terme, certaines hypothèses préconisent que le trafic vélo sera pratiquement identique à celui du trafic voiture entre 2025 et 2030. Next. Néanmoins, l'évaluation de ces transferts est compliquée. Il nécessite d'avoir des informations sur les hypothèses de transfert, c'est-à-dire que quand c'est finalement des gens qui prenaient les transports en commun et qui prennent ensuite le vélo, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est plus compliqué à savoir, c'est finalement quels sont les gens qui abandonnent leur voiture pour prendre des vélos. Et là, on a besoin de chiffres plus précis pour arriver à faire l'évaluation et mesurer l'impact de ces transferts vers les vélos. Ce que l'on a en revanche pu faire pour la mairie de Paris, c'était de mesurer en termes d'exposition l'impact des aménagements de voirie pour protéger les cyclistes par rapport à la pollution atmosphérique. Et donc, il y a différents types de dispositifs. Vous avez soit le cycliste qui est dans le flux de circulation. Le cycliste peut être dans une voie séparée, mais qui est vraiment à proximité d'une voie spécifique, mais dans le flux de circulation,
par exemple les couloirs de bus que peuvent emprunter également les vélos, ou alors les cyclistes peuvent être vraiment sur une piste cyclable clairement séparée du flux de véhicules sur les trottoirs. Et ce que cette étude met en évidence, c'est vraiment que pour le dioxyde d'azote, le mieux, c'est vraiment d'avoir des pistes séparées, pour les particules aussi. Et il met aussi en évidence que, en fait, le cycliste a une exposition intermédiaire entre celle des piétons et celle des automobilistes. L'automobiliste étant le plus exposé, le piéton le moins exposé, puisque c'est une question de distance par rapport au flux de circulation. Et comme le cycliste navigue entre les deux, il est plus ou moins exposé en fonction des itinéraires qu'il choisit. Et qu'en tout cas, quand il aide sur des itinéraires vraiment avec des pistes cyclables séparées, il y a un réel bénéfice pour les cyclistes en termes d'exposition par rapport à la pollution atmosphérique. Next. Excuse-moi de vous interrompre, je vais juste vous demander de assez rapidement conclure, Oui, puisqu'on arrive déjà à la fin de tout la à fait. session. Alors, Merci. du coup, en termes d'impact, on a également évalué l'impact du confinement sur la qualité de l'air. Next, peut-être directement la dernière diapo. Voilà. Et donc, on a. À la présente. Ouais, super, merci. Et donc, l'impact du confinement sur la qualité de l'air, et notamment en termes de trafic, puisque le trafic a été particulièrement restreint. On a une baisse très forte lors du premier confinement au mois avril 2020, liée pour une très grande part à cette diminution du trafic, donc entre moins 20 et moins 30% sur le dioxyde d'azote et jusqu'à moins 50% le long des axes. Donc, ce qui représente un petit peu ce qu'on pourrait faire, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut atteindre, alors malheureusement, dans des situations qui étaient assez drastiques et assez contraignantes, et ça donne une idée de la marge de manœuvre ou de ce qu'on pourrait atteindre. L'impact était plus limité sur les particules pour différentes raisons. D'abord parce que vous n'avez pas que des particules primaires. Ensuite, parce qu'il y a des conditions météorologiques favorables à la formation de particules secondaires, mais aussi parce que les activités comme le chauffage, et notamment chauffage au bois, et l'agriculture n'était pas touchée par le confinement et la restriction. Ce qui fait le lien aussi avec ce que Marie-Pierre a présenté sur le fait qu'il faut aussi avoir une vision globale, pas seulement du trafic, mais la prise en compte de différentes activités sur l'amélioration de la qualité de l'air. Ce que l'on a été capable de mettre en évidence aussi, c'est que en élargissant sur l'ensemble de l'année, l'impact le plus fort a été au moment du premier confinement qui était aussi le plus strict. Et on a un impact plus important sur Paris et la petite couronne, donc le cœur de l'agglomération parisienne. Vous avez la densité de trafic la plus importante avec une baisse de 20%. En moyenne sur l'année par rapport au reste de la région où finalement la densité du trafic est beaucoup moins importante et la densité urbaine aussi, où l'impact sur toute l'année était moins important. Et donc ça met bien en évidence la nécessité d'une action conjointe sur plusieurs sources et plusieurs échelles. Next. Et donc quelques mots en synthèse. L'idée, c'est vraiment d'avoir des mesures win-win à la fois sur les émissions et l'exposition, et je rajouterais aussi entre les émissions de pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu, c'est aussi d'évaluer précisément l'impact. Pour ça, il faut à la fois des mesures de pollution, mais il faut aussi des informations très précises sur le trafic pour pouvoir en fait comprendre ce que l'on mesure et en tout cas faire le lien entre les variations de pollution que l'on peut mesurer et les modifications de trafic. Il faut également anticiper et limiter les reports de trafic. Et puis, il y a également des co-bénéfices qui sont mis en avant par la mairie de Paris, par exemple, sur un cadre de vie qui est aussi plus agréable avec moins de trafic, les enjeux sur la pollution sonore et aussi de plus en plus sur la sécurité pour les piétons et les cyclistes. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette dernière présentation. Vu qu'on a déjà en fait dépassé le temps de la session, mais également qu'on n'a pas eu de questions posées dans le chat, je propose que, probablement parce que d'une part les présentations ont été très claires, mais également plus techniques que la dernière fois, ce qui est normal puisque c'était donc une session d'approfondissement. Je vais peut-être rapidement conclure. Alors, on a une question de dernière minute dans le chat sur la question des 2 roues. Est-ce que on peut peut-être préciser cette question, mais en attendant que cette question soit précisée, je vais déjà directement vous remercier nos 4 présentateurs, nos 4 intervenants pour votre participation aujourd'hui et pour votre contribution à notre connaissance à tout ce sujet.
Donc la question est, peut-on dire un mot des deux roues? Effectivement, on a vu dans une présentation précédente que les deux roues jouaient un rôle disproportionné en termes d'émissions de polluants de l'air. Et alors la question ici, c'est est-ce qu'on peut commenter relativement à l'absence de contrôle technique et moteur temps versus temps en termes d'émissions? Karine, je vous laisse peut-être répondre. Je vois que vous avez levé votre main. Alors effectivement, la question des 2 roues est une question importante, par rapport à tout ce qui les mesures de restriction, de limitation du trafic. Une des problématiques, c'est le report vers des 2 roues, avec effectivement pour les 2 roues, alors non seulement une absence de contrôle technique, mais aussi des normes Euro qui ne sont pas du tout alignées sur les normes Euro des véhicules et donc entre guillemets un retard en termes d'émissions des 2 roues. Et une difficulté réelle, en tout cas en Île-de-France, d'adresser ce public avec des associations qui sont très mobilisées et très vindicatives. Et en tout cas, effectivement, une vraie question autour des 2 roues et des vraies difficultés, pas seulement pour les questions de pollution atmosphérique, mais aussi des enjeux en termes de sécurité, par exemple. Merci beaucoup. Une autre question que j'ai reçue en privé, mais qui est quand même peut-être intéressante et qui nous permettra de conclure sur la session d'aujourd'hui, c'est est-ce que un de nos intervenants peut nous proposer 3 quick wins, 3 leviers d'action rapides, efficaces à proposer à nos villes partenaires qui peut-être n'ont pas encore fait tout le processus détaillé par Anne en 4 étapes, mais voilà, est-ce qu'il y a déjà 3 leviers les plus faciles à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l'air dans une ville? Est-ce que nos intervenants veulent prendre la parole à ce sujet? Sinon, est-ce que Anne, peut-être, tu as une proposition de réponse? Un de nos intervenants a répondu dans le chat et donc peut-être qu'on peut lire cette réponse. Donc, les 3 leviers d'action les plus rapides, les plus efficaces à mettre en œuvre sont premièrement la piétonisation, la mise en place de journées sans voiture et la mise en place de zones à faible émission. Ben, je vous remercie beaucoup pour... Peut-être, oui. dévoter, mais du coup, c'est vrai qu'il y a les questions déjà de prendre, se rendre compte des enjeux de qualité de l'air et des impacts du secteur de transport, des transports et de la mobilité urbaine sur la qualité de l'air. Je pense que notamment dans les zones d'intervention de Mobilizer City, c'est déjà la première chose d'essayer de sensibiliser et de mettre en avant le fait que la qualité de l'air, c'est un enjeu important en termes de mobilité urbaine et c'est un enjeu qui impacte directement et de manière forte la population des villes. Et je pense que c'est un exemple de Yaoundé et du SEM de Yaoundé où il y avait ces mesures de fait et qui était vraiment un peu la révélation de dire ah mais en fait alors qu'en fait on a une part modale de la voiture qui est quand même assez faible à Yaoundé et malgré tout on a des grands enjeux de qualité de l'air. Et voilà, ces mesures dans le SEM, ça, je pense, ça a été quand même un révélateur de c'est un enjeu important et notre population en souffre directement et donc il faut agir. Je vous remercie. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Et donc, je remercie encore une fois tous nos intervenants, mais également nos participants pour votre participation à cette session sur l'intégration de la qualité de l'air dans la planification de la mobilité urbaine. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Et je vous informe aussi que donc, les présentations, l'enregistrement seront disponibles sur notre plateforme de connaissances, donc mobilizeyourcity.net, accompagnés également de liens vers des moments choisis qui vous permettront donc de visionner directement des éléments de présentation en fonction de ce qui vous intéresse. Et voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine session. N'hésitez pas également à consulter le programme et à vous inscrire via notre plateforme de connaissances également. Et voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.